se faire passer pour la victime. Vous confrontez un ami à quelque chose de simple, de concret. Il a oublié un rendez-vous ou manqué un engagement important. Vous attendez une réponse claire, un désolé, un minimum de reconnaissance. Mais à la place, vous entendez « Tu sais ce que je traverse en ce moment ? Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est m'accuser ?» Et voilà, en une phrase, vous êtes devenu le bourreau. Ce que vous venez de vivre, c'est une inversion subtile mais redoutablement efficace. On appelle ça jouer la victime. Un art maîtrisé par certains comme une seconde nature. Pas besoin de crier, pas besoin d'insulter, juste détourner. Le principe est simple, dès qu'un reproche arrive, on sort la carte de la souffrance. Qu'elle soit réelle ou exagérée, peu importe. Elle permet de déplacer la lumière du projecteur. Et soudain, ce n'est plus leur erreur que l'on parle, mais de leur douleur. Et vous passez de personne lésée à méchant insensible. C'est un piège émotionnel, et il est redoutable, parce qu'il exploite quelque chose de noble, votre empathie. Au lieu d'avancer dans la discussion, vous vous retrouvez à consoler, rassurer, culpabiliser. Et le vrai sujet, disparu, évaporé, dissous dans le drame. Ce mécanisme a été étudié dans de nombreuses recherches sur les relations toxiques. On y découvre que ce comportement sert souvent à un but très clair. Garder le contrôle émotionnel, pas en s'imposant, mais en culpabilisant. Et c'est là que ça devient dangereux, parce qu'à force, on finit par croire que demander quelque chose, c'est déjà trop demander. On se sent égoïste, ingrat, dur, alors que tout ce qu'on voulait, c'était une discussion honnête. Un exemple, vous exprimez un besoin dans votre relation, et la réponse, je donne tout pour cette relation, et toi, tu ne fais que pointer ce qui va mal. Et vous voilà bloqué. Si vous insistez, vous êtes cruel. Si vous vous taisez, vous vous oubliez. Ce n'est pas une conversation, c'est une impasse émotionnelle. Mais il y a une sortie et elle commence par une chose, voir le mécanisme. Parce qu'une discussion saine ne cherche pas à vous faire porter une croix, elle cherche à résoudre. Pas à manipuler, pas à culpabiliser. Et surtout, elle ne transforme jamais vos besoins en offense. Déplacement de la faute, on vous fait porter un sac qui n'est pas le vôtre. Imaginez, un projet tourne mal. Les résultats sont décevants et tout le monde sait pourquoi. Un collègue n'a pas tenu sa promesse. Il devait livrer une partie essentielle et il ne l'a pas fait. Mais au lieu d'assumer, il se tourne vers vous. C'est parce que tu ne m'as pas donné les bonnes infos. Et là, vous sentez quelque chose bouger en vous. Un doute, une microseconde de flottement. Peut-être que j'ai mal communiqué, peut-être que c'est moi finalement. Bienvenue dans le monde feutré du blame shifting. L'art subtil de glisser la faute sur quelqu'un d'autre. Doucement, presque élégamment, sans éclat de voix mais avec une efficacité redoutable. Le manipulateur garde ses mains propres et vous repartez avec la poussière sous les vôtres. Ce n'est pas un accident, c'est un mécanisme précis, pensé pour éviter l'introspection, parce que assumer une erreur c'est douloureux, et pour certaines personnes c'est insupportable. Alors, elles préfèrent transférer le poids sur vous. Et ce n'est pas réservé au monde du travail. Un enfant dit « c'est mon frère qui m'a dit de le faire ». Un partenaire lance « si tu ne m'avais pas autant poussé, je n'aurais jamais réagi comme ça ». Même scénario, même fuite, même détournement. On observe souvent ce comportement dans les milieux où l'échec est puni, où une erreur peut coûter cher, où l'image est plus importante que la vérité. Mais au lieu de se remettre en question, on cherche un bouc émissaire. Psychologiquement, le blame shifting fait des dégâts. À force d'être désigné à tort, on finit par douter de soi. On perd confiance, on pense qu'on exagère, qu'on a peut-être mérité ça. Mais encore une fois, il y a une sortie. Elle ne passe ni par la colère, ni par la justification. Elle passe par la clarté. Se demander, quelle est la part que je contrôle vraiment ? Est-ce que j'ai fait une erreur ? Ou est-ce qu'on me l'a fait porter ? Reconnaître cette manipulation, c'est déjà en sortir. Parce que porter sa responsabilité est une force, mais porter celle des autres, ce n'est pas du courage. C'est de la confusion, et vous n'avez pas à la garder. Stonewalling ou le mur de silence. Ériger un mur là où il faudrait une porte. Imaginez, vous êtes en pleine discussion avec votre partenaire. Un sujet sensible, un désaccord, mais vous restez calme. Vous posez vos mots, vous cherchez à comprendre, à avancer. Et en face, des bras croisés, un regard fuyant, et une phrase coupante comme la lame froide. Je ne veux pas en parler. Silence. Pas de réponse, pas de débat, juste un mur. Sur le moment, vous vous dites, il a peut-être besoin de temps. Alors vous attendez quelques heures, puis quelques jours, et à chaque tentative pour relancer la discussion, ça se heurte à la même chose, le néant. C'est ça, le stonewalling. Littéralement construire un mur de pierre, mais ici, c'est un mur émotionnel. Ce n'est pas une pause, ce n'est pas du recul réfléchi, c'est un refus, actif, délibéré, un blocage. Et pendant que l'un se ferme, l'autre tourne en rond, pris dans une boucle sans issue. Parce que discuter seul n'est plus un dialogue, c'est un monologue désespéré. Le terme stonewalling vient de la psychologie relationnelle. Il décrit ce moment où l'un des deux coupe toute communication. Pas pour se protéger, mais pour éviter, pour ne pas affronter, pour ne pas répondre, pour ne pas avoir à regarder en face ce qui dérange. Et l'effet sur l'autre, c'est comme essayer de résoudre un puzzle sans jamais recevoir les dernières pièces. Une frustration lente, un sentiment d'abandon et au bout, une impasse. Un exemple simple, après une dispute, l'autre dit « Je ne veux pas en parler maintenant,
Mais ce maintenant devient jamais et le sujet est enterré, comme si il n'avait jamais existé. Mais il est toujours là, comme un nuage sombre qui ne veut pas pleuvoir et qui, jour après jour, pèse de plus en plus lourd. Parce que derrière ce mur, ce n'est pas juste le silence, c'est souvent la peur de la confrontation, ou pire, le refus de prendre ses responsabilités. Mais voilà la vérité. Aucune relation ne peut durer si la communication est systématiquement fermée à double tour. Parfois, il faut parler, même quand c'est inconfortable, même quand c'est fragile. Parce que c'est dans les discussions les plus difficiles que naissent les relations les plus solides. Et un mur, aussi haut soit-il, ne résoudra jamais ce qu'une porte ouverte pourrait guérir. Retrait d'amour. Imaginez une dispute qui éclate avec votre partenaire. Les mots s'envolent, les voix montent peut-être d'un cran, mais au lieu d'un dialogue s'installe après la tension, quelque chose change. Le lendemain, pas de bonjour, pas de regard, pas même un geste d'affection, et à la place, une distance froide, presque imperceptible, mais omniprésente. Vous essayez de vous rapprocher, d'engager la conversation, mais tout ce que vous recevez en retour, c'est une indifférence calculée. Cette absence d'amour, qu'elle soit physique ou émotionnelle, n'est pas un hasard. Elle vise à vous punir, à vous faire marcher sur des œufs. Bienvenue dans le monde du retrait d'amour. Ce n'est pas une pause, ce n'est pas un besoin d'espace, c'est un message. Un message non dit, mais très clair. Tu as franchi une ligne, et voilà ce que ça te coûte. Ici, l'amour devient conditionnel. Il est donné comme une récompense et retiré comme une punition. Ce comportement, on le repère souvent chez les parents. Si tu continues, je ne t'aimerai plus. Une phrase qui à elle seule fait trembler le cœur d'un enfant. Mais chez les adultes, ça ne disparaît pas. Ça devient juste plus subtil, plus feutré et parfois plus cruel. Psychologiquement, le retrait d'amour laisse des traces. Il crée un vide, un besoin irrationnel de retrouver la chaleur perdue. Et très vite, on commence à se demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Comment puis-je le réparer ?» On finit par marcher sur des œufs, par se modeler, par faire des compromis invisibles juste pour retrouver l'affection perdue. Mais voilà le piège. Quand l'amour devient une récompense, on commence à vouloir le mériter, encore et encore. Et peu à peu, on oublie qu'il ne devrait jamais être à gagner. Parce que le véritable amour, celui qui construit, ne disparaît pas à la moindre erreur. Il ne se tait pas pour punir, il ne s'efface pas pour dominer. Il reste, il parle, il cherche à comprendre. Reconnaître le retrait d'amour pour ce qu'il est, c'est commencer à refuser les relations où l'affection est utilisée comme une monnaie d'échange. Et choisir, à la place, des liens où l'amour n'est pas conditionnel, mais constant, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Mimétisme. Imaginez que vous rencontrez une nouvelle personne et au fil de vos échanges, vous remarquez un détail troublant. Cette personne semble étrangement calquée sur vous. Elle commence à utiliser vos expressions préférées, adopte vos goûts musicaux et même votre propre gestuelle. Vous parlez d'adorer un type de café et voilà qu'elle commande exactement le même à la fois suivante. Au début, c'est flatteur. On est tellement pareil, mais peu à peu, un doute s'installe. Et si ce que vous voyez n'était pas une coïncidence ? C'est ce qu'on appelle le mirroring ou le mimétisme, un phénomène social bien connu. On imite ce qu'on aime même sans s'en rendre compte. Un sourire ici, une posture là. C'est humain, c'est naturel, mais tout dépend de l'intention. Parce que dans certaines mains, le mirroring devient un outil, une stratégie, un masque parfaitement ajusté. Il ne s'agit plus d'un lien sincère, mais d'une illusion de connexion. Le reflet que vous voyez n'est pas le leur, c'est le vôtre, renvoyé pour vous séduire. Ce comportement a été largement étudié en psychologie sociale. Les gens se sentent instinctivement plus à l'aise avec ceux qui leur ressemblent. Et certains l'ont très bien compris. Ils s'adaptent, ils vous observent, ils copient. Et soudain, vous avez l'impression d'avoir trouvé une âme sœur, alors qu'en réalité, vous parlez à votre propre écho. Un exemple, un vendeur. Il adopte votre langage corporel, reprend vos mots, hochant la tête avec le bon timing. Et vous vous sentez bizarrement compris. Mais ce confort est calculé, pensé, optimisé. Alors restez attentif, parce que si quelqu'un semble trop parfait, s'il épouse vos goûts, vos phrases, vos gestes avec une précision troublante, ce n'est peut-être pas un lien, c'est un miroir. Et derrière le miroir, rien ne dit qu'il y a vraiment quelqu'un.